Bonjour Alain Gauthier. Bonjour Michel. Donc bienvenue ici à Lille. Vous venez de Portland et on va commencer cette première vidéo par un petit tour de votre évolution, de votre carrière, qui a été remarquable à plus d'un titre. Alors donc comment ça a commencé, comment votre aventure dans la vie a commencé? Par une naissance sans doute. Mais... Oui, bien sûr. En fait, par une ligne droite initialement, parce que HEC m'a amené à Stanford Business School, qui m'a amené à McKinsey pendant 7 ans. Oui, c'est trois grands noms. Trois grands noms. Du business. Oui, du business, et du business assez traditionnel, peut-on dire. Donc, il m'a fallu attendre à peu près l'âge de 40 ans pour prendre un virage. Enfin, je me suis d'ailleurs domicilié en province. Je suis allé habiter Besançon. J'ai enseigné à l'EM Lyon à l'époque. Et dans le fond, j'ai commencé à sortir de bien que, par exemple, à l'EM Lyon, je continuais à enseigner la stratégie façon BCG. Enfin, j'étais encore dans la tradition. Mais sur la quarantaine, j'ai changé d'orientation. Je suis allé dans une communauté spirituelle pendant 5 ans, tout en continuant à travailler comme consultant et enseignant. Et ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il se passait des tas de choses, y compris aux États-Unis. À l'époque où sont sortis le prix de l'excellence et d'autres bouquins qui faisaient la place à des éléments plus qualitatifs, la culture, les valeurs, ça m'a ouvert les yeux et j'ai décidé d'aller m'implanter aux États-Unis en 85. Avec femme et enfants, et d'ailleurs en choisissant initialement de vivre tout près de Stanford, parce que c'était le terrain que je connaissais bien. Et la raison pour laquelle nous avons choisi la baie, c'est que l'un et l'autre, nous la connaissions, et nous étions attirés par cette culture très entrepreneuriale. Voilà. Donc vous arrivez en 85 à San Francisco, ou plutôt à Palo Alto, puisque Stanford est à Palo Alto. Et donc, à ce moment-là, vous commencez à rencontrer toute cette culture que vous aviez commencé un peu à cultiver, à fréquenter préalablement. Mais là, en 85, qu'est-ce qui se passe? On est en pleine école de Palo Alto en psychologie. Il y a déjà Peter Senge, parce que... mais Peter Senge n'avait pas encore sorti son bouquin, qui est sorti en 90, la 5e discipline. Mais j'ai commencé dès 87-88 à enseigner avec lui. Après avoir pris un de ses séminaires qui m'a séduit, j'ai dit cet homme va au fond des choses et j'ai envie. Et donc c'était une rencontre tout à fait mutuelle. Et donc il m'a invité à rejoindre son équipe d'Innovation Associates et du MIT Learning Lab. Et cela nous a conduit jusqu'à la publication du livre en anglais d'abord, que j'ai adapté en français ensuite en 91. Et là, je suis entré sur une autre trajectoire qui était celle de l'organisation apprenante. Voilà, alors ça sera un sujet qu'on traitera spécialement dans une vidéo, l'organisation apprenante. Et ça dure combien de temps? Ça dure jusqu'aux années 95? Au moins, oui, je dirais 2010 même. Et donc là, à ce moment-là, vous travaillez autour de cette thématique en conseil, vous enseignez ça dans différents endroits, et vous continuez la recherche autour de ça, avec les équipes de Peter Senge. Alors Peter Senge, c'est qui et qu'est-ce que ça représente aux États-Unis? Parce que ça, c'est important de le partager avec les étudiants. Peter Senge, à l'époque, est un professeur visitant au MIT et qui avait fait son PhD là-bas d'ailleurs, et qui c'était un grand spécialiste de la Systems Dynamics, la dynamique des systèmes. Mais il avait rejoint 2 autres personnes, Robert Fritz et Charlie Kiefer, qui eux ont apporté d'autres éléments, l'aspect création-vision et l'aspect organizational development, développement organisationnel. Et donc il sort dans les années 90 un livre qui va être un best-seller, qui s'appelle La 5e discipline. Exact. Et quelles sont les idées clés de ce livre alors? Et pourquoi est-il important dans l'histoire des livres de management? Il est important parce qu'en fait, il a
réhabiliter la dimension de maîtrise personnelle, qui n'était en général pas traitée, notamment par les consultants qui travaillaient sur les systèmes. Mais qui eux-mêmes se considèrent hors système, ou trop dans le système. Oui, exactement. Donc, je crois que cette dimension-là, c'est en fait la juxtaposition de ces 5 disciplines qui a apporté un élément nouveau, qui a d'ailleurs fait de Peter Senge, 15 ans ou 20 ans plus tard, un des hommes les plus significatifs dans l'évolution de la pensée organisationnelle. Et moi, alors, les 5 disciplines, c'est donc la maîtrise personnelle, pour commencer par la dimension intérieure, les modèles mentaux, qui sont à la fois, ou cartes mentales, qui sont à la fois individuelles et collectifs, la pensée systémique, et l'apprentissage en équipe, qu'on a appelé aussi après dialogue, etc. Donc c'était la partie interrelationnelle. Là, j'en ai 4. Et il nous manque donc la vision partagée. Et la vision partagée, qui est très importante. Voilà, parce que qui est un peu la clé de voûte de tout ça. Oui, puisqu'on avait en fait deux dimensions, l'un de la vision personnelle, l'autre de la vision partagée. Voilà. Et ensuite, avec s'orchestrant autour de cela. Donc moi, ça a beaucoup influencé tout mon travail avec des équipes de direction. Initialement grâce à Innovation Associates, et puis progressivement, et surtout dans les années 90, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, qui était en plein chaos, parce qu'il y avait un nouveau système de remboursement, et les hôpitaux cherchaient leur voie, avec de plus en plus de contraintes financières sur eux. Et j'ai travaillé avec beaucoup d'hôpitaux catholiques à l'époque, qui avaient été fondés surtout par des congrégations religieuses. Et ça m'a donné vraiment l'occasion de voir... Ils étaient déjà un peu dans cet esprit-là, en fait. Voilà, ils étaient... Parce qu'en fait, potentiellement, ils avaient déjà cette culture-là, historiquement, mais peut-être pas formulée aussi clairement, explicitement. Non. Autant, par exemple, la dimension des valeurs, surtout les valeurs morales, était développée, la notion de carte mentale et la notion de pensée systémique étaient assez éloignées. Et alors en 2000, là, vous commencez à vous intéresser à quelque chose qui était déjà latent, mais qui est la collaboration, le co-leadership. Exactement. Et vous faites même un livre, alors là, cette fois-ci personnel, de votre réflexion dans ce domaine. 10 ans plus tard, d'ailleurs en 2013, mais j'ai commencé à travailler avec des organisations plus complexes, notamment avec l'UNICEF en Afrique de l'Ouest, qui m'a permis de voir quelles sont les questions qui se posaient quand on voulait faire travailler ensemble des gens qui venaient des ministères, des entreprises, des ONG locales, des ONG internationales. Et les 5 disciplines là avaient tout leur prix. Et j'y ai ajouté, moi-même, dans les années 2000, la dimension intégrale, c'est-à-dire qui fait la part de la dimension intérieure, individuelle et collective, et la dimension extérieure, comportement et système. Et c'est en travaillant là-dessus que j'ai vu à quel point il était riche d'essayer de faire collaborer des personnes venant d'horizons différents, dont les langages et les références étaient différentes. Et ça m'a orienté justement vers le co-leadership, qui est une manière de dire, en définitive, dans des organisations de plus en plus complexes, elles-mêmes dans un environnement de plus en plus complexe, c'est en ayant des équipes apprenantes, mais où chacun veut jouer un rôle de co-leadership, quelquefois à tour de rôle, quelquefois ensemble, que l'on peut effectivement faire face à tous les défis qui se posent. Merci beaucoup Alain. On va rentrer plus en détail dans telle ou telle partie de votre vie dans les prochaines vidéos, notamment on va traiter l'entreprise apprenante et aussi la partie plus co-leadership qui est aussi très intéressante aujourd'hui. À tout de suite. Merci Alain.